So, all right. Alors, thank you. Donc, merci. L'enregistrement est donc commencé. Donc, je me présente. Je m'appelle Daniel Paradis. Je suis responsable de la normalisation bibliographique à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et à ce titre, je suis responsable de la traduction de RDA en français. Et aussi, je représente donc l'équipe de traduction française au sein du comité directeur de RDA, le RDA Steering Committee, appelé aussi le RSC. Et au sein du RSC, donc, je suis l'agent qui représente toutes les équipes de traduction de RDA. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette démonstration du nouveau toolkit, en fait, qui est devenu maintenant le RDA Toolkit officiel. J'aimerais juste préciser tout d'abord que cette démonstration, comme son nom l'indique, va être surtout limitée aux fonctionnalités du toolkit et à la navigation et à l'organisation de l'information. Et on ne va pas aborder aujourd'hui le contenu et l'application des directives et des instructions. Faute de temps, évidemment, et ça nous prendrait évidemment plus qu'une session pour couvrir le sujet. Il y aura une période de questions à la fin. Entre-temps, je vous demanderai d'utiliser le bouton Q et R pour poser vos questions plutôt que le chat ou la conversation. Ça va être plus facile pour moi à la fin de passer en revue vos questions. Donc, utilisez, s'il vous plaît, le bouton questions et réponses. Donc, je vais arrêter la vidéo. Donc, je vais commencer par présenter un peu le projet 3R, qui est le projet dont le résultat est le nouveau toolkit. Alors, c'est un projet de restructuration et de refonte de RDA qui a commencé en 2017 et il avait pour objectif d'améliorer l'architecture du site, d'aligner le contenu sur le modèle IFLA-LRM, qui est le modèle qui a succédé au modèle de la famille FRBR. Alors, comme ces modèles-là sont devenus désuets et que l'ancien toolkit était basé sur ces modèles, il fallait maintenant mettre à jour les instructions et le contenu. Ensuite, les objectifs étaient d'assurer une meilleure intégration du contenu du toolkit, par exemple, entre les énoncés de politique et les instructions elles-mêmes, améliorer les outils mis à la disposition des utilisateurs, ainsi que l'expérience utilisateur en général, et aussi rendre le toolkit conforme aux normes d'accessibilité du web, et aussi, incidemment, de le rendre aussi plus compatible avec toutes les gammes d'appareils, comme par exemple les téléphones intelligents et les tablettes. Alors, pour de plus amples informations sur le projet, je vous suggère d'aller consulter le rapport final sur le projet 3R à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'est un rapport assez détaillé de 34 pages, mais qui donc explique très bien donc tous les défis que comportait ce projet et toutes les questions et les problèmes qu'il a fallu aborder et résoudre. Donc, le projet a commencé, entre autres, avec une version bêta du RDA Toolkit qui a été mise en ligne en juin 2018. Et cette version a connu un total de 8 parutions qui ont incorporé, entre autres, des améliorations des hauts fonctionnalités et aux performances du site bêta, ainsi que des mises à jour régulières du contenu. Tant et si bien que le site bêta est devenu la version officielle du RDA Toolkit le 15 décembre 2020 et remplaçant donc le RDA Toolkit original. Et ça s'est marqué par un changement d'adresse. Donc, l'adresse qui est access.rdatoolkit.org est passée du RDA Toolkit original à la version bêta. Et la version originale a eu une nouvelle adresse. Et l'interface est aussi maintenant disponible en français depuis la parution de juillet 2021. Comparativement, là, ici, pour le nouveau toolkit, on a procédé un peu différemment de la version originale, où on avait finalement attendu à la toute fin du projet de traduction pour traduire l'interface. Ici, on a pensé que ce serait utile aux usagers, aux utilisateurs, pour se familiariser avec le contenu et l'interface du toolkit, de proposer une traduction plus tôt dans le projet.
Donc, on va commencer par regarder d'abord la page d'accueil du toolkit. Donc, vous voyez l'adresse ici à l'écran. Donc, on va se rendre à cette page. Donc, ici, c'est juste pour donner des informations de base. Donc, c'est ici, sur ce site, que vous pouvez trouver toutes sortes d'informations sur RDA et sur le toolkit. Mais principalement, donc, c'est ici qu'on peut avoir accès au toolkit avec ce bouton. On peut aussi cliquer sur le bouton donc, Free Trial pour demander un essai gratuit d'1 mois au toolkit. Donc, si vous avez déjà accès, vous avez pas besoin de remplir cette demande, mais si vous n'avez pas d'abonnement présentement et que vous voulez explorer, vous pouvez faire une demande. Si je ne m'abuse, cet accès va vous donner aussi accès au toolkit original. Ensuite, il y a un bouton qui vous mène vers le site du comité directeur de RDA, le RSC. Donc, ici, c'est très utile parce que c'est là que le RSC, entre autres, publie différentes annonces, par exemple la publication de nouveaux documents. Et il y a aussi une section présentation qui est riche de très nombreuses présentations faites par les membres du RSC au cours des dernières années. Donc, quand il y a c'est là, entre autres, qu'on peut trouver les diapositives et les vidéos, le cas échéant. Ensuite, il y a aussi un bouton pour s'abonner à une liste de discussion qui se trouve sur ALA Connect. Donc, pour y avoir accès, il faut demander d'ouvrir un compte Connect, mais ce compte est gratuit et on nous assure qu'on ne sera pas inondé là, de pourriels lorsqu'on s'abonne à cette liste. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les liens vers les médias sociaux. Donc, il y a entre autres un lien vers Facebook. Encore là, c'est une autre façon d'obtenir des nouvelles récentes sur RDA, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir le lien vers la chaîne YouTube de RDA Toolkit. Alors, c'est là qu'on peut trouver, entre autres, les vidéos des présentations plus récentes qui ont été faites par l'équipe de RDA ou alors même des conférences comme celle de RIG en Europe, mais il y a aussi toutes sortes de vidéos qui ont été plus ou moins courtes, qui ont été préparées pour présenter différents concepts ou alors faire de la formation de base là, sur le nouveau toolkit. Pour l'instant, la plupart de sinon la totalité de ces vidéos sont en anglais, mais on espère pouvoir ajouter du contenu en français bientôt, enfin au cours des prochains mois. Donc, pour avoir accès au nouveau toolkit, on clique sur ce bouton-là. On a aussi un accès à partir du toolkit original en haut à gauche ici, qui nous permet d'aller au RDA Toolkit officiel. Donc, évidemment, on peut faire un favori à partir de cette page pour pouvoir y retourner plus facilement. Donc, on va commencer par regarder un peu comment la page est organisée. Donc, on peut voir en haut à droite qu'il y a 4 boutons dans la barre de profil, la barre d'outils du profil. On va y revenir un peu plus tard, mais là, pour l'instant, j'aimerais attirer votre attention sur le menu concernant la langue. Donc, c'est ce qui est nouveau avec le nouveau toolkit, c'est que présentement, maintenant, la langue du contenu et la langue du site, ou donc de l'interface, sont différentes, sont paramétrées différemment. Donc, par défaut, si vous n'êtes jamais venu sur le toolkit officiel, l'interface va être en anglais, mais il suffit à ce moment-là d'aller choisir comme langue du site ou de l'interface French pour français. Et donc, la langue va changer, évidemment, et le toolkit va se rappeler de votre choix lors des visites subséquentes. Alors,
ici, anglais, vous avez vu que la langue est restée à anglais parce que la langue qui s'affiche ici, c'est la langue du contenu, donc des instructions de RDA. Celles-ci, pour l'instant, ne sont disponibles qu'en 3 langues. Évidemment, BNQ travaille à traduire le contenu qui devrait être disponible en français au cours des prochains mois. On peut aussi choisir une taille de caractère plus grande si on le désire. Donc, ensuite, plus bas, on voit ici les onglets du contenu. Donc, vous voyez que les termes de l'interface, donc ici, sont en français, mais que la plupart des termes dans les menus sont en anglais parce que le contenu n'est pas encore disponible en français, mais là, évidemment, lorsque le contenu va être traduit, ces éléments-là vont être en français. Donc, on va faire le tour de ces onglets-là en détail plus tard. On peut voir ici que s'affiche la dernière parution du toolkit, la date de dernière parution. Donc, dans l'occurrence ici, c'était juillet 2021. On voit ici là, que bon, c'est un petit élément de l'interface qui reste encore à traduire. Tout n'est pas encore parfait, mais on va y travailler. On voit aussi qu'il y a une colonne à droite avec des nouvelles. Donc, ces nouvelles-là viennent du site de la page d'accueil du toolkit qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce sont des billets de blog. On peut aussi revenir les voir en détail à partir de ce bouton. On a aussi des informations sur les différents produits qui viennent de la boutique RDA de ALA. Donc, ça peut être des ouvrages ou des différents, par exemple, RDA Lab Series qui a été offert par Kate James. Et à gauche, on peut voir les instructions récemment mises à jour. Et on va voir que aussi, il va y avoir d'autres options lorsqu'on se connecte à son profil. Donc, ici, vous avez la boîte de connexion dont le fond est sur un bleu un petit peu plus clair. Donc, il y a 3 modes de connexion. Le mode standard, c'est par nom d'utilisateur et mot de passe du compte. Mais si une institution le désire, on peut mettre sur pied aussi l'accès par reconnaissance d'adresse IP. Ensuite, on peut aussi utiliser son nom d'utilisateur et mot de passe du profil. Donc, on reviendra un peu plus sur ça. Donc ici, je peux me connecter donc, au compte. Et lorsqu'on le fait, vous voyez que maintenant, s'affiche le nom de l'institution, de mon institution ici, qui est abonné au toolkit avec ce compte. Et on voit aussi que là, le fond s'est changé, la couleur a changé pour un bleu plus foncé parce qu'à partir de maintenant, on peut se connecter à son profil si on en a établi un. Et d'ailleurs, on encourage beaucoup les utilisateurs à créer un profil parce que ce profil-là va permettre de créer des signets et des notes, des documents, de personnaliser l'affichage, de mémoriser les dernières pages consultées et ça va nous permettre aussi de faire une connexion en une seule étape. Donc, à partir de maintenant, on peut aller explorer le contenu, on a accès au contenu, mais il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles. Si on a accès par reconnaissance d'adresse IP, c'est directement à cette page-là qu'on va arriver en se connectant à partir du réseau de son institution. On va pouvoir maintenant se connecter à son profil. Donc, si vous n'avez pas de profil, donc, gardez à l'esprit que si vous aviez déjà un profil dans le RDA Toolkit original, donc, il devrait être encore utilisable avec le nouveau toolkit. Mais si vous n'en aviez pas auparavant, vous pouvez facilement en créer un en allant ici en haut à droite dans le menu Profil. Et là, on peut créer un profil en entrant des renseignements de base. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le nom d'utilisateur, donc ici, qui est différent là, de votre nom, de votre prénom et votre nom de famille réel, c'est que ce nom d'utilisateur-là doit être absolument unique parmi tous les utilisateurs du toolkit et pas seulement parmi les utilisateurs de la même institution comme c'était le cas auparavant. Donc, si vous aviez un profil auparavant
et que votre nom d'utilisateur n'était pas unique, il se pourrait qu'il ne fonctionne pas dans le nouveau toolkit. Donc, dans ce cas-là, il faudrait contacter ELE à l'adresse que je vais donner à la fin pour régler le problème. Donc, ce qui peut être une option facile, c'est d'utiliser, par exemple, son adresse de courriel comme nom d'utilisateur pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit avec d'autres comptes partout dans le monde. Il faut se rappeler que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont maintenant sensibles à la case. Et donc, c'est ça. L'adresse, je vais vous la donner tout de suite, c'est rda-toolkit@ala.org, mais elle va apparaître sur une diapositive à la fin. Donc, une fois qu'on a un profil, donc, on peut se connecter à son profil. Et l'avantage, c'est que par la suite, si par exemple, on veut accéder au toolkit à partir de la maison, comme évidemment, ça devient de plus en plus nécessaire en période de télétravail, on n'est pas obligé de disposer du nom d'utilisateur et du mot de passe du compte, parce qu'on peut se connecter directement avec son profil. Je vais en faire la démonstration ici. Donc, on peut aller au menu profil pour se déconnecter. On revient à la page d'accueil. Et là, donc, quand on revient ici, donc, je peux rentrer ici directement mes informations de profil. Je me connecte et j'arrive directement, même si ici, je suis de la maison et donc je ne suis pas sur le réseau de mon institution. Donc, et là, on voit qu'on a des options différentes, enfin des fonctionnalités différentes qui s'affichent à l'écran. Entre autres, dans la barre d'outils du profil, on voit maintenant qu'on a un bouton pour les signes et notes, un bouton pour les documents et un bouton pour les affichages qu'on va voir un petit peu plus tard. Et aussi, dans la page d'accueil, donc on voit maintenant que le toolkit m'a reconnu et me souhaite la bienvenue de façon personnalisée. Donc, on voit que se sont ajoutés à gauche donc, une liste d'éléments récemment consultés. Donc, ça, c'est très pratique si, par exemple, vous travaillez dans le toolkit, mais vous avez une autre tâche, vous devez revenir 30 minutes plus tard et que vous voulez aller directement là où vous étiez, mais que bon, vous avez été déconnecté entre-temps, on peut facilement y retourner de cette façon. Et on voit aussi que on a maintenant aussi une liste de documents auxquels, par exemple, on est abonné ou auxquels, d'ailleurs, les personnes se sont abonnées. Alors, j'ai fait cette démonstration-là plutôt à mes collègues de BANQ. Là, j'ai vu que depuis, quelqu'un s'est abonné à un des documents que j'avais mis dans la section documents. Un petit instant, je vais m'éclaircir la voix. Donc, on va regarder tout d'abord les onglets de contenu, en commençant par l'onglet pour les entités. Donc, dans le nouveau toolkit, il y a maintenant 13 entités parce qu'on a ajouté des entités qui viennent de LRM comme Nomen et Laps de temps. Et aussi, on a ajouté une entité générale, la plus générale qui englobe toutes les autres entités de RDA et qui s'appelle entité RDA, qui est la première ici en haut. Les autres sont ensuite listés par ordre où ils sont présentés dans LRM. Et aux entités de LRM, on a ajouté aussi deux raffinements qui sont des entités plus spécifiques d'agents collectifs, c'est-à-dire l'entité collectivité et l'entité famille. Ensuite, sous orientation, on trouve des informations, des instructions qui s'appliquent à tout RDA ou à plusieurs parties de RDA, comme par exemple les instructions générales sur l'enregistrement des valeurs d'éléments. Ces chapitres-là sont donnés par ordre alphabétique, sauf l'introduction qui est logiquement donnée en premier. Mais le RSC réfléchit présentement à des façons d'offrir d'autres groupements
de ces chapitres-là qui pourraient peut-être être plus utiles aux utilisateurs. Ensuite, pardon, on a l'onglet politique. Alors, c'est là qu'on trouve les énoncés de politique euh, préparés par les différentes institutions. Donc, c'est ici qu'on peut en fait avoir accès directement aux énoncés de politique. Donc, c'est une façon alternative d'y avoir accès, mais on va voir qu'on peut maintenant y avoir accès à côté des instructions elles-mêmes. Là, ce qui a changé par rapport au toolkit original, c'est que maintenant, mais ce n'est pas nécessairement définitif, c'est que les énoncés de politique sont associés à la langue du contenu que l'on consulte. Donc, ici, si je peux voir les énoncés de politique de la British Library, de LCPCC et de la Music Library Association, c'est parce que mon contenu est anglais. Si, par exemple, je choisissais le finnois comme langue de contenu, vous voyez que maintenant, la langue de l'interface est indépendante. Donc, elle reste en français, mais je vois que maintenant, les politiques que je peux voir sont celles qui sont en finnois. Donc, quand le contenu va être disponible en français, ça veut dire qu'on ne pourra pas nécessairement voir, enfin, on ne pourra pas voir, à moins que ça change, là, les énoncés de politique de LCPCC sans changer la langue du contenu. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être un peu un irritant, mais comme j'ai dit, la décision n'est pas définitive et on, on va voir si ça ne pourrait pas être changé pour être plus utile aux utilisateurs qui travaillent au Québec et au Canada et qui se réfèrent souvent aux énoncés de politique de LC. Ensuite, on a l'onglet ressources ici qui donne accès à d'autres contenus. Donc, il y a seulement le glossaire et les schémas d'encodage de vocabulaire qui font officiellement partie de RDA. Les autres, comme les ressources communautaires, évidemment, le toolkit original et les RCA2 ne font pas partie de RDA officiel. L'historique des révisions ne fait pas partie de RDA dans le sens que pour les traductions, par exemple, ce n'est pas un contenu qui devrait normalement, qui est obligatoire de traduire. Mais lorsqu'on fait des recherches, par exemple, je crois que ça comprend l'historique des révisions comme étant partie de RDA. Donc, et on va revenir, enfin, on va plonger plus avant dans l'onglet ressources, si vous le voulez bien. Donc, on commence par le glossaire, qui est l'équivalent, en fait, RDA référence. Donc, ça comprend tous les éléments et tous les vocabulaires de valeur. Donc, je vais aller sous la lettre A pour vous donner quelques exemples. Donc, on y retrouve, si je vais sous Activity Card, évidemment, encore une fois, lorsque ça va être traduit, tout ça va être disponible en français. Donc, si je vais sur Activity Card, on peut voir que ça comprend donc le terme, la définition, s'il y a une note, cette note d'application est également comprise. On peut voir qu'on peut facilement naviguer avec des renvois comme voir aussi. Ici, see also toy, des renvois à voir lorsque le terme est un synonyme. Et il y a aussi, pour les éléments de relation, on donne aussi la relation inverse. Et lorsqu'il y a des synonymes, ben, ceux-ci sont listés sous Use for. Et donc, si vous voyez ici que lorsqu'il y a des renvois dans le glossaire, le terme est souligné en jaune. Alors, c'est parce que ça nous permet d'avoir un aperçu du terme. Donc, ça nous donne exactement le contenu du terme ici de l'entrée Actor Agent, mais sans devoir aller dans cette partie-là du toolkit. Ici, bon, ce n'est pas très pertinent parce que la définition se retrouve directement en dessous, mais si la définition se retrouvait
sous une autre lettre, ben, ce serait pratique de pouvoir l'afficher directement ici plutôt que d'aller de faire une autre recherche. Les termes, normalement, donc les termes qui ne sont pas des synonymes, ont des hyperliens. Donc, en fait, on peut aller donc, directement à la page pour cet élément-là. Donc, d'une certaine façon, le glossaire peut servir d'index pour naviguer vers la page d'une entité ou d'un élément. Donc, je reviens ici. Là, maintenant, je vais revenir en haut. Donc, vous noterez qu'en bas à droite, il y a une flèche qui nous permet d'aller ensuite de revenir en haut de la page. Comme ça, cette flèche-là se retrouve dans toutes les pages. Donc, ensuite, passons au schéma d'encodage de vocabulaire. Donc, il s'agit ici des vocabulaires contrôlés de RDA. Donc, si on regarde par exemple carrier type, donc type de support matériel, donc on voit que ce sont les termes contrôlés qu'on peut enregistrer comme valeur pour l'élément type de support matériel. Ces mêmes termes, la liste de ces termes-là va se retrouver aussi dans la page de l'élément carrier type ici. Donc, on peut voir qu'on trouve évidemment le terme. On trouve ensuite l'IRI pour ce terme de vocabulaire. Donc, cet IRI-là, on va avoir des exemples aussi sous les éléments. Donc, c'est ici, il n'y a pas d'hyperlien, mais on peut donc aller vers le registre RDA, le RDA Registry. Donc, et c'est là qu'on peut ici, il s'agit du registre ou l'espace de nommage, donc où les liens vers des IRI se résolvent. Donc, on trouve une notation aussi. Donc, c'est un code qu'on peut utiliser à la place du terme si on le désire. Évidemment, ça va comprendre une définition. S'il y a des notes d'application, celles-ci vont s'afficher. Et s'il y a des synonymes, donc ceux-ci sont également compris. Ensuite, si on passe à la section ressources communautaires, donc cette section-là est une section nouvellement ajoutée au RDA Toolkit. Donc, c'est une section qui contient les instructions qu'on a considérées comme étant spécifiques à une communauté. Donc, ce sont des instructions qui viennent de la version originale, mais qui ont été soustraites de RDA pour rendre la norme plus internationale. Donc, ça touche entre autres les instructions sur la construction des points d'accès, les abréviations et les majuscules. Donc, ici, c'est subdivisé en deux parties, donc les raffinements, donc, qui nous mènent entre autres donc, à toutes les instructions sur les points d'accès, la construction des points d'accès. Ici, ce sont donc des instructions qui viennent du toolkit original, mais on considérait qu'elles étaient trop marquées par la tradition anglo-américaine pour être véritablement internationales. Donc, elles ont été placées dans cet espace-là. On a aussi les vocabulaires. Alors, ici, c'est là qu'on va trouver les informations qui étaient auparavant dans les annexes sur les abréviations et aussi sur les termes en différentes langues. Donc, c'est là où on trouve, entre autres, les instructions sur les articles dans une langue, ensuite sur les abréviations qu'on peut utiliser dans cette langue-là, ainsi que les règles sur les majuscules. Donc, à la différence de la section documents qui se trouve ici en haut, le contenu ici dans les ressources communautaires est géré et mis à jour par les communautés et fait l'objet d'une vérification minimale de la part du RSC pour s'assurer que le contenu est conforme à RDA. Donc, c'est un endroit où les communautés peuvent consulter les vocabulaires autorisés, les extensions et les raffinements de l'ontologie RDA. Donc, ça pourrait être éventuellement un endroit où une communauté qui déciderait, bon, j'ai besoin d'avoir une relation plus spécifique que ce que RDA propose. Donc, il pourrait la définir et la rendre disponible dans l'espace communautaire. Ensuite, passons maintenant à l'historique des révisions.
Donc, ici, encore une fois, je pense qu'il s'agit d'une amélioration par... Oups, pardon, je me trompe de bouton. D'une amélioration par rapport à la version originale du toolkit. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle parution du toolkit, on va inclure des notes des notes d'édition. Donc, ils vont expliquer grosso modo ce qui a été changé. Donc, si on va par exemple sous les notes pour le 15 décembre 2020, donc on peut voir qu'il y a une partie, une explication plus générale qui explique grosso modo ce qui s'est passé au cours de cette mise à jour. Évidemment, on ne va pas dans le détail des changements éditoriaux ou de changements de correction de coquilles évidentes, etc., etc. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on a une liste de toutes les pages qui ont été modifiées. Donc, ça peut être des pages pour des éléments ou des pages de la section orientation avec une brève description de ce qui a changé. Et on a aussi le PDF de l'ancienne page et de la nouvelle page, ce qui nous permet d'utiliser des programmes gratuits, dont on propose une sélection ici pour comparer les deux PDF et donc savoir exactement ce qui a changé dans le texte des instructions. Ensuite, on peut voir, cette section-là comprend aussi les archives des instructions. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle parution du RDA Toolkit, l'intégralité des instructions de l'ancienne version sont conservées ici. Donc, on peut facilement revenir et voir, par exemple, comparer un élément tel qu'il est aujourd'hui avec l'élément tel qu'il était, par exemple, au début du projet 3R en 2017. Donc, allons maintenant dans le cœur de RDA et allons voir les entités. Donc, pour commencer, je vais aller voir l'entité œuvre. Donc, ici, vous noterez qu'on a maintenant un fil d'Ariane qui nous indique où est-ce qu'on se trouve dans la hiérarchie des pages. Donc, ça peut être très utile pour savoir où est-ce qu'on est quand on navigue. On a aussi la possibilité de télécharger le PDF. Et on peut aussi, à cette étape-ci, choisir le jeu d'énoncés de politique qu'on veut afficher. Donc, ici, je vais par exemple décider que je vais afficher les énoncés politiques de LCPCC et on va voir qu'ils vont s'afficher ici dans la colonne de droite. Donc, ici, c'est un exemple d'intégration du contenu entre du toolkit qu'on voulait réaliser avec le projet 3R. Donc, ça va être beaucoup plus facile de consulter les énoncés de politique lorsqu'ils s'affichent directement à côté de l'instruction concernée plutôt que sous un autre onglet. Mais je vais revenir un peu plus tard pour expliquer comment ça fonctionne. Pour l'instant, donc, je voudrais expliquer la structure générale, donc des pages d'entités et d'éléments. Donc, évidemment, il y a toujours le nom de l'entité ou de l'élément en haut, une définition et un champ d'application, le cas échéant. Ensuite, il y a toujours la même structure, donc on a une section pré-enregistrement qui nous donne les informations qu'il faut connaître ou les décisions qu'il faut prendre avant de procéder à l'enregistrement d'une instance de l'entité ou de l'élément. Ensuite, ici, cette section-là est particulièrement longue. Ensuite, on a une section enregistrement. Et maintenant, avec RDA, on peut généralement utiliser 4 méthodes d'enregistrement, donc description non structurée, description structurée, identifiant et IRI. Donc, si on est si on veut utiliser les possibilités du web sémantique, on devrait utiliser un IRI. Donc, maintenant, c'est disponible dans RDA. Donc, toutes ces méthodes-là vont toujours s'afficher pour tous les éléments, même si dans certains cas, toutes ne seront pas nécessairement applicables à l'élément, mais cette structure-là est toujours respectée. Donc, on peut voir ici, justement, dans la section enregistrement, qu'on a des liens vers ici, donc, l'élément Title of Work. Donc, évidemment, on peut soit cliquer sur l'élément pour arriver directement
à la page de l'élément. On voit ici que le fil d'Ariane a été modifié en conséquence. Mais aussi, si on ne veut pas nécessairement naviguer vers la page, on peut voir un aperçu avec l'onglet d'aperçu ici. Donc, on clique dessus. Et dans le cas d'un élément, ben, on voit au moins minimalement, c'est-à-dire on voit, je crois, uniquement le nom de l'élément et la définition et le champ d'application. Mais si on nous dirige vers une autre instruction, ben, dans ce cas-là, on en voit un petit peu plus. Donc ici, par exemple, on nous mène, enfin, on nous dirige vers la section de l'orientation qui concerne l'enregistrement par description non structurée. Donc ici, on voit qu'il y a une boîte qui s'ouvre et on peut donc aller directement voir l'instruction. Donc encore là, ici, c'est un exemple de meilleure intégration, à mon sens, du contenu de RDA. Donc, et on a vu en passant qu'il y a des boîtes maintenant, des boîtes jaunes et grises. Alors, en quoi est-ce que ça consiste exactement? C'est qu'avec le nouveau toolkit, on présente l'information principalement sous forme d'options et aussi, le plus souvent, avec des conditions qui sont rattachées. Donc, les conditions sont sur fond jaune et les options sur fond gris. Donc, dans ce cas-ci, il faut lire ça. Dans le toolkit original, on aurait une formulation du type si telle condition s'applique, faire telle chose. Là, maintenant, c'est complètement séparé là, sous dans deux paragraphes distincts, deux boîtes distinctes. Donc, ici, on énonce une condition et on voit ensuite en dessous directement l'option qui est possible de faire lorsqu'on a cette condition-là. Donc, dans certains cas, il peut y avoir deux options possibles pour une condition. Comme j'ai dit, des fois, il n'y aura pas de condition, donc ça va être une option tout simplement. Et des fois, il peut y avoir aussi plus d'une condition. Donc, ici, c'est le cas. Donc, ici, il faut lire ça comme, bon, si j'ai la première condition et cette deuxième condition-là, donc, on peut avoir telle ou telle option. Dans certains cas, on a deux conditions et plus qu'une option. Donc, ici, on a utilisé cette formulation-là parce que c'était beaucoup plus simple pour gérer ces phrases-là, parce qu'on présume que cette phrase-là va se produire plus souvent. Donc, ça va être plus facile pour toutes les traductions d'utiliser cette formulation-là plutôt que d'avoir des formulations si alors. Ensuite, à partir d'une page d'entité, on peut facilement aller vers les éléments qui sont associés à cette entité-là, donc les éléments ici qui ont pour domaine l'entité œuvre. Alors, par domaine, ici, on parle de l'entité qui est décrite par un élément particulier. Donc, on a deux types d'éléments. On a des éléments d'attribut et des éléments de relation. Alors, les éléments de relation mettent en relation deux entités. Le domaine, donc ici œuvre, mais dans le cas d'un élément de relation, on a aussi une autre entité qui est la portée de la relation, c'est-à-dire l'entité dont on inscrit une valeur là, comme une entité qui est la valeur de l'élément enregistré. Donc ici, si on veut mettre par exemple en relation une œuvre avec une personne, donc, on pourrait facilement choisir, se limiter aux éléments de relation qui sont limités aux personnes. Les éléments d'attribut, eux, n'ont pas de portée, donc on n'enregistre pas de valeur d'une entité, mais simplement, ça peut être un vocabulaire contrôlé, ça peut être une chaîne de caractères, mais ce n'est pas une autre entité. Donc, on voit ici qu'elles sont vraiment moins nombreuses que les éléments de relation. Donc, on peut facilement se limiter. Donc, si par exemple, on veut voir quels sont les attributs que je peux enregistrer pour telle ou telle entité, bien, on peut facilement se limiter à ça. Ou si au contraire, on veut chercher une relation, on peut, comme je l'ai dit, donc, se limiter aux éléments de relation et ensuite à une entité particulière. Donc, ici, mettons que je veux
j'ai une photographie et je veux savoir est-ce qu'il y a une relation pour un photographe. Donc, je peux tout simplement passer en revue les différents, euh, les différents éléments. Donc, ici, on a personne photographe d'une œuvre, ou alors on peut trouver l'élément tout simplement en tapant des caractères qui font partie de l'étiquette de l'élément. Donc, ici, ce n'est pas limité au premier mot de l'élément, mais ça va chercher partout à l'intérieur du nom de l'étiquette de l'élément. Ou alors, on peut faire ça aussi pour tous en ne filtrant pas de façon particulière. Donc, ici, on peut voir tous les éléments qui ont le mot, par exemple, photographie ou photographer dans le nom de l'étiquette. Donc, c'est une façon de naviguer vers d'autres éléments. Évidemment, comme je disais, on peut passer par le glossaire, puis on peut aussi faire de la recherche, comme je vais le montrer plus tard. Donc, allons voir un élément un peu plus en particulier, comme dans ce cas-ci, Creator Agent of Work, donc agent créateur d'une œuvre. Donc, on voit qu'on a encore une fois la même structure. Donc, on a définition et champ d'application. Dans ce cas-ci, il y a effectivement un champ d'application, il y a une section pré-enregistrement et une section enregistrement avec les 4 méthodes. Là, ce qui est nouveau par rapport au toolkit original, c'est qu'on a une boîte qui s'appelle ici Element Reference. En français, ça va s'appeler renseignement sur l'élément. Donc, je peux ouvrir la boîte en cliquant sur l'œil. Là, on trouve un certain nombre de renseignements sur l'élément qui ne sont pas donc des instructions. Donc, c'est là, entre autres, où on trouve l'IRI qui nous permet d'aller trouver plus d'informations dans le registre RDA. Et ça nous permet aussi de savoir quel IRI enregistrer si c'est ça qu'on veut enregistrer comme valeur de l'élément. On trouve le domaine de l'élément. Donc, ici, c'est œuvre et la portée agent. On a aussi des synonymes, donc des étiquettes alternatives. Et on a aussi des différents mappages vers d'autres ontologies. Donc, on a entre autres un mappage vers IFLRM, Dublin Core, le marque autorité et le marque bibliographique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette information-là maintenant est directement intégrée dans la page de l'élément plutôt que d'être sous un onglet complètement différent. Et tous ces éléments-là sont cherchables aussi. Donc, je pourrais décider, je veux savoir quels sont les éléments associés dans le marque à l'étiquette bibliographique 110. Donc, je peux aller directement chercher ça ici dans la boîte de recherche et je vais trouver facilement tout. Là, ici, j'ai fait une erreur parce que je n'ai pas mis les guillemets, mais si je mets les guillemets pour chercher la phrase exacte, je vais avoir uniquement les résultats pertinents. Donc, si je reviens ici, là, ici, par défaut, la boîte de renseignements sur l'élément ainsi que les exemples sont fermés, mais je peux facilement aller dans les affichages, gérer ici mon affichage que j'ai créé qui s'appelle par défaut. Là, décider de toujours ouvrir les renseignements sur l'élément et de tout afficher les exemples. Donc, si je sauvegarde et que je reviens ensuite dans l'élément Creator, on peut voir ici comment on peut revenir à l'élément. Donc, je peux revenir ici à la page d'accueil et cliquer sur la page que je viens de récemment de consulter. Et là, c'est parce que la page n'est pas complètement fini de charger. Mais là, vous voyez que maintenant, la page, les renseignements, la boîte sur les renseignements de l'élément s'ouvre automatiquement, ainsi que les exemples. Justement, les exemples, on en a de plusieurs sortes dans le nouveau RDA Toolkit. Donc, on a des exemples de base comme ceux-ci. Vous voyez qu'on a ici, on a illustré chaque méthode d'enregistrement avec un exemple spécifique. Mais aussi, on a des exemples sous forme de relations, donc ce qui est beaucoup plus pertinent dans le contexte du web sémantique. Donc ici, on a un exemple de la relation A pour agent créateur d'une œuvre entre le canton de Berne et
une collectivité, enfin non, ici c'est plutôt une œuvre, donc le Notariat Gesetz, et, et le canton de Berne. Alors, cet exemple-là, ici, est représenté sous forme d'IRI. Donc, ici, c'est l'exemple, c'est l'IRI pour l'œuvre en question. On a ensuite l'IRI pour la relation, A pour créateur, agent créateur d'une œuvre, et ensuite l'IRI pour la collectivité, ici, donc le canton de Berne. On a aussi des exemples de vues en contexte. Donc, ici, en fait, on a un exemple qui regroupe différents éléments pour décrire une œuvre, en l'occurrence de Gates par les artistes Christo et Jeanne-Claude. Alors, l'élément qui est ici illustré est surligné surligné dans une couleur différente, en bleu. Et donc, cet exemple-là va pouvoir être réutilisé pour aussi illustrer d'autres éléments, mais ça nous donne aussi donc, un contexte plus large pour comprendre l'élément. Ensuite, on a donc en bas de la page, on a des informations, des liens qui nous permettent de naviguer. Donc, on peut aller vers l'élément plus vaste, ou on peut aller vers des éléments plus spécifiques. Donc, si je sais que je veux que mon agent est un agent créateur, mais que je veux savoir s'il n'y aurait pas une relation plus spécifique, je peux naviguer de cette façon-là. Donc, malheureusement, ces éléments-là ne sont pas affichés sous forme de hiérarchie. Donc, mais en fait, oui. Donc, mais ça nous permet donc quand même d'aller d'un élément plus général vers un élément plus spécifique. Et on a aussi un lien vers l'élément inverse. Donc, ici, donc, je vais afficher les énoncés de politique. Il n'y en a que 3 pour LCPCC. Donc, vous voyez, il s'affiche dans la colonne de droite. Et vous voyez qu'ici, ils peuvent être plus ou moins longs. Donc, ici, le début, enfin, dans les deux cas, le début est signalé par une ligne continue bleu pâle. Donc, ça nous indique ici que cet énoncé-là, qui est associé au paragraphe pré-enregistrement, donc s'applique à ce paragraphe-là. Et le deuxième, donc, la fin de l'élément, enfin, la fin du texte est signalée ici par une ligne pointillée, enfin assurée. Et donc, c'est ça. Si le texte est trop long, trop long, il pourrait arriver que l'affichage donc, il ne soit pas affiché complètement. Alors, même ici, même quand on utilise la barre de défilement, on ne peut pas arriver vers la fin. Donc, ce qui a été prévu, c'est la possibilité de mettre en arrière-plan l'autre énoncé de politique qui cache celui qu'on veut voir. Donc, on a juste à cliquer sur « Mettre en arrière-plan » ici. Et là, on peut se rendre jusqu'à la fin qui est signalée ici par la ligne assurée. Ensuite, pour ce qui est de la recherche maintenant, donc, la boîte de recherche est en haut à droite. On peut filtrer nos recherches à différents types de contenus. Donc, ça peut être RDA uniquement, ça peut être uniquement les politiques. On a une recherche par titre exact. On peut chercher uniquement le glossaire, les documents ajoutés par les utilisateurs, les recherches sauvegardées, pardon. Et on peut aussi gérer les recherches sauvegardées à partir de ce menu-là. Ce que je vais montrer ici, c'est la recherche par titre exact. Donc, si on connaît directement le nom de l'élément qu'on veut rechercher, on peut le taper directement sans guillemets, mais il faut vraiment qu'il soit au complet et exact. Et lorsqu'on clique, on arrive directement à cette page-là. Alors que si on faisait une recherche générale, ici, on va utiliser les guillemets pour faire une recherche par phrase, par terme, on aurait évidemment beaucoup plus de résultats. Donc, c'est quand même une fonctionnalité très utile. Donc, si je me rends justement vers... donc, vous voyez ici que un des résultats, c'est
l'élément lui-même. On voit que pour les résultats, on nous donne le type de document où ce résultat a été trouvé. Donc ici, c'était dans les schémas d'encodage, donc ce n'est pas ça que je vais avoir, je vais aller à l'instruction. Alors ici, ça dit élément, donc voilà, c'est bien ce contenu-là que je veux consulter. Et là, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui ne sont pas immédiatement apparentes. Donc, si je fais si je sélectionne, vous l'avez peut-être vu quand je l'ai fait par accident, donc quand on sélectionne du texte, on a un menu contextuel qui s'affiche et qui nous permet donc de créer un signet, de créer une note, de trouver le lien hypertexte ou de trouver un numéro de référence. Alors, les signets, donc, c'est très simple. Donc, on doit donner un titre au signet, on peut lui assigner un dossier et on peut même déterminer si on veut avoir une notification lorsque la page est mise à jour. Pour ce qui est des notes, c'est essentiellement la même chose, sauf que, évidemment, il y a un endroit pour inclure le texte de la note lui-même. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut décider si l'accès va être privé ou local. Donc, privé, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui va avoir accès dans mon profil à cette note-là. Local, ça veut dire que cette note-là va être visible par tous les abonnés au compte. Donc, ça peut être une façon pour une institution par exemple, de faire une mise en garde ou de donner une explication supplémentaire qui n'est pas déjà couverte par un autre document. Donc, ça va être très utile comme pour ça. Ensuite, on peut trouver le lien qui est associé à notre paragraphe ou à notre phrase. Ici, on a juste à copier, à cliquer sur le bouton copier. Donc, c'est beaucoup plus simple que dans le toolkit original. Et ensuite, on peut aller copier, évidemment, ce lien-là dans un document hypertexte, Word, etc., etc. Et on a aussi la possibilité de trouver le numéro de référence associé à cette section-là ou ce paragraphe-là. Donc, vous avez peut-être remarqué, il n'y a plus de numéro d'instruction dans RDA Toolkit, mais on a reconnu qu'il y avait quand même un besoin, surtout pour les publications imprimées, de parfois avoir une façon par exemple, dans un manuel imprimé, de donner une référence à une instruction dans le toolkit. Alors, on a créé ce système de numéros de 8 chiffres séparés par groupe de 2 en groupe de 2 par des points. Donc, on peut utiliser ce numéro-là dans une publication imprimée. C'est sûr que pour les publications hypertextes, c'est mieux d'avoir le lien URL. Mais ce numéro-là est ensuite recherchable directement. Donc, encore une fois, bon, je vais revenir à la page, mais vous voyez qu'ici, on arrive directement à la section pour laquelle j'ai cité le numéro de référence. Donc, ici, c'est un exemple aussi ici, c'est un élément qui comporte un vocabulaire contrôlé. Donc, on peut voir que la liste des termes autorisés est donnée ici. Et on peut aussi avoir directement accès à la définition du terme plutôt que, comme c'était le cas dans le toolkit original, d'aller faire une recherche dans le glossaire. Donc, ça aussi, ça va être très pratique. Donc, pour finir assez rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais revenir rapidement vers la barre d'outils de profil. Donc, vous pouvez envoyer un commentaire en cliquant sur ce bouton-là. Donc, ça peut être un commentaire sur l'interface si vous trouvez une coquille dans le contenu, si vous voulez faire une suggestion. Vous pouvez faire un commentaire à tout moment. Il y a une section aide, évidemment, qui sera traduite éventuellement. Pour les affichages, je l'ai montré brièvement, on peut gérer ces affichages, donc décider quelle politique on veut afficher. Ensuite, décider si on veut afficher des exemples ou ouvrir les boîtes de renseignements. Ensuite, pour les documents, donc c'est un lieu donc, où on peut créer des documents. Donc, ça peut être des mappages. On a toute une série là, de catégories ici. Ça peut être un profil d'application, politique locale, mappage, un aide-mémoire, du matériel de formation, un flux de travail. Donc ici, c'est un document
HTML avec toutes les possibilités qu'on s'attend d'avoir avec un tel outil. Donc, on peut aussi non seulement créer ces documents, mais on peut aussi s'abonner aux documents qui ont été créés par d'autres et qui ont été rendus publics à l'ensemble des usagers du toolkit. On peut ici gérer ses signets et ses notes. Et donc, aller au toolkit original. Dans ce cas-là, donc, il faut se... Je vais vérifier si c'est le cas ici. Non, c'est ça. Ici, ça prend une connexion distincte. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais aborder. En finissant, j'aimerais attirer votre attention sur une série de matériels didactiques que ELA a préparés. Bon, jusqu'à présent, c'est principalement en anglais et ça vise surtout à former des formateurs aux nouveaux concepts et aux nouvelles approches du nouveau RDA Toolkit. Mais ELA a offert aussi la série d'ateliers RDA Lab Series présentée par Kate James en anglais 2 fois. J'imagine que si la demande le justifie, elle pourrait peut-être être présentée à nouveau. Il y a la chaîne YouTube dont j'ai parlé. Il y a 2 ouvrages imprimés qui ont, dans certains cas, sous forme électronique aussi, là, qui ont été publiés. Donc, la 2e édition de Introducing RDA par Chris Oliver. Le glossaire a été imprimé a été produit aussi sous forme imprimée, mais ça, je peux vous dire qu'en français, on n'a qu'à consulter le RDA Registry pour trouver toute l'information qui se trouverait dans cette publication-là, et en plus en français. Et apparaître, il y aura un cahier d'exercices et une 2e édition de RDA Essentials par Thomas Brendorfer. Donc, on arrive à la période de questions. Je vois qu'il y en a déjà 2 dans la section questions et réponses. Quelqu'un a posé la question, est-ce que les présentations YouTube en anglais peuvent être pertinentes pour les catalogueurs francophones? Bien sûr, parce que plusieurs jusqu'à présent, de ces présentations-là couvrent des concepts généraux qu'il est utile de comprendre avant de commencer à se familiariser avec le toolkit. Donc, oui, c'est sûrement pertinent, évidemment à condition d'être à l'aise pour comprendre l'anglais. Prévoit-on un affichage bilingue en écran partagé, comme dans le toolkit original? Bonne question. Je vais en prendre note parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Donc, écran partagé. Je ne sais pas. Je vais devoir consulter Jamie et vous donner la réponse plus tard. Ce qui va arriver, c'est qu'on va, pour les questions auxquelles je ne peux pas répondre maintenant, on va trouver les réponses et les envoyer aux participants. Dans combien de temps est-ce que la version originale sera... combien de temps est-ce que la version originale sera disponible? Donc, la décision, vous savez peut-être déjà qu'il a été décidé que le toolkit original resterait disponible pendant 1 an à partir d'une date qui reste à déterminer. Cette date-là n'a pas encore été déterminée. Le RSC et le comité, le conseil d'administration de RDA vont prendre cette décision-là ensemble aussi avec les détenteurs du copyright de RDA. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Donc, la plupart de ces facteurs-là tournent autour du fait que les communautés doivent être prêtes à commencer à utiliser le nouveau toolkit. Donc, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de traductions disponibles, un certain nombre d'énoncés de politique, etc., etc. Donc, mais cette décision-là n'a pas encore été prise. C'est sûr que lorsqu'elle va l'être, elle va être... c'est ce qu'on appelle quand le compte à rebours va commencer là, pour cesser la disponibilité, l'accès à l'ancien toolkit live. Donc, lorsque ces décision-là va être prise, elle va être publicisée largement. Il faut quand même savoir que le contenu du toolkit original va rester disponible sous forme de PDF, mais plus sous forme de site interactif. On a une question, est-ce que l'équipe de traduction travaille toutes à
BANQ. Pour l'instant, oui. Mais il n'est pas dit que on ne pourrait pas éventuellement faire appel à des collègues d'autres institutions, comme on l'a fait par le passé. Pour la version originale, c'est une collaboration entre BAC, BANQ et BNF et la STED, mais la STED et la BNF ne sont plus activement partie prenante du projet. Donc, voilà. Donc, ensuite, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le... Je vais peut-être essayer de poser la question à Jamie tout de suite. Jamie, are you listening? Yes, I am. There was a question about the display of the information in the original toolkit. It was possible to display two languages at once by splitting the screen. Is there a thought to do to offer the same thing in the current toolkit, the official toolkit? You're right. That is a feature of the original toolkit, and we haven't pursued that particular feature yet with the new toolkit. But I will keep it in. I will keep it up as a possibility in future development with the new toolkit to add that functionality. Donc, bon, pour traduire, donc oui, c'était une option dans l'ancien toolkit, dans le toolkit original. Pour l'instant, il n'a pas été prévu d'offrir la même fonctionnalité dans le nouveau toolkit, mais Jamie Hennelly de ALA va garder ça à l'esprit comme possibilité de développement futur. Il faut quand même noter que, justement, il est beaucoup plus facile maintenant de passer d'une langue à l'autre avec le menu de langue, alors que dans le toolkit original, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, est-ce que les formations sont prévues pour les universités comme elle a été faite en 2013? Je dirais que c'est encore un peu tôt pour donner une réponse officielle à ce sujet-là. Pour l'instant, BNQ est surtout occupé à compléter la traduction de RDA. Donc, c'est un peu la même question qu'on pose aussi sur les contenus. Donc, oui, on garde ça à l'esprit, mais il est encore trop tôt pour donner plus de détails. Là, il va falloir évidemment compléter la traduction et aussi une formation pratique au niveau toolkit ne peut pas vraiment se faire sans avoir non plus avoir déterminé les profils d'application pour les communautés, d'avoir aussi établi les énoncés de politique. Je sais que ce travail-là est en partie en cours pour ce qui est du Canada là, à BAC, et BNQ sera éventuellement aussi, va aussi collaborer à cet effort-là éventuellement. Donc, il va falloir attendre que toute cette documentation-là soit prête et aussi voir on est aussi un peu à la remorque de ce qui se fait aux États-Unis, donc chez LC, au PCC, au Program for Cooperative Cataloging. Donc, il va falloir voir aussi, principalement pour les autorités, la construction des points d'accès, qu'est-ce que ces organismes-là vont décider avant de pouvoir offrir la formation. Oui, cette démonstration est enregistrée et elle va être éventuellement disponible donc, sur la chaîne YouTube de RDA. Donc, on a déjà dépassé de 5 minutes le temps qui était normalement alloué. Donc, comme je ne vois pas d'autres questions, je vais donc conclure la présentation. Donc, si vous avez tout problème ou toute question concernant votre compte ou le toolkit, prière d'écrire à RDA Toolkit à commercial.ala.org. Donc, si la question est en français, elle va possiblement m'être référée, mais
mais je préfère que vous envoyiez vos questions directement, surtout si ça concerne votre compte, donc à ELE, parce que moi, je ne peux absolument rien y faire. Et pour vous abonner, donc, vous pouvez aller à l'adresse qui se trouve présentement à l'écran. Il n'y a pas de nouvelles questions et je vois que, bon, il y a quelques personnes qui me remercient. Donc, j'espère que ça a été utile et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous.